Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Numérica Télévision. Les titres: balai diplomatique à Kinshasa et en dehors du pays sur la situation actuelle en République démocratique du Congo. La communauté internationale tente de remettre en selle le dialogue politique qui tarde à conclure ses travaux. D'abord, ce face-à-face ce lundi au Vatican entre le pape François et Joseph Kabila. Une attention particulière a été portée sur les graves défis de l'actuelle situation politique et aux récents affrontements qui ont eu lieu dans la capitale. Ensuite, une délégation des diplomates accrédités en RDC s'est entretenue avec le facilitateur du dialogue politique, le Togolais Edem Kodjo. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres, les détails à présent. Je vous le disais à l'instant, le chef de l'État a reçu ce lundi au Vatican, au Saint-Siège par le pape François. La situation politique de la RDC a été abordée selon un communiqué du Vatican publié ce lundi. Le souverain pontife y explique qu'une attention particulière a été prêtée aux sérieux défis posés par la situation politique actuelle et que l'importance de la collaboration entre les différents acteurs politiques et les représentants de la société civile ainsi que les communautés religieuses a été soulignée pour promouvoir le bien commun à travers un dialogue respectueux et inclusif pour la stabilité et la paix dans le pays. Outre son entretien avec le pape en exercice, Joseph Kabila a aussi été reçu par le pape Benoît XVI à Rome en audience privée. Rien n'a filtré de cette entrevue. Et justement, au sujet du dialogue politique qui semble battre de l'aile, le facilitateur Edem Kodjo a reçu ce lundi en séance de travail une délégation d'ambassadeurs accrédités en RDC. Au menu, les récentes violences survenues dans la capitale et le dialogue national. Les diplomates condamnent ces actes et souhaitent un dialogue inclusif en vue d'éviter de nouveaux incidents malheureux. Félix Ilunga et Eric Ndongala pour le reportage. Les prochaines étapes du dialogue national ont caractérisé les échanges entre le facilitateur et les ambassadeurs. Les diplomates accrédités en République démocratique du Congo exigent un dialogue plus inclusif tout en renouvelant leur soutien à Edem Kodjo. Ils condamnent eux aussi la violence meurtrière qu'a connue la capitale les 19 et 20 septembre dernier. L'importance étant de s'assurer qu'on ait un consensus le plus large possible qui puisse mener à la tenue d'élections crédibles et transparentes dans les meilleurs délais et dans le respect à la fois de la Constitution et la volonté de la population. Donc c'était le but un peu d'échanger sur comment faire. On a félicité le facilitateur pour le travail réalisé. Il encourage à mener à bout ce travail. Quant à l'inclusivité qui reste un problème, qu'on n'a peut-être pas encore la masse critique. Je ne veux pas parler au nom du facilitateur, évidemment. Ce qu'on a compris, c'est qu'on est en période de consultation sur le projet d'accord qui a été circulé largement. C'est une occasion pour tout le monde de voir, de voir qu'est-ce qu'il y a sur la table, de voir là où il y a peut-être encore des améliorations à faire. On les a rencontrés. Nous, ce qu'on avait, c'était de livrer des messages. C'était de parler justement de condamner la violence. C'était d'exiger le calme, rappeler à tout le monde que finalement, tous les efforts doivent avoir au cœur le bien-être de la population congolaise. Le dialogue national est actuellement au point mort. La question du calendrier électoral et les conclusions de l'accord final font polémique. L'opposition exige une précision sur la durée de la transition, question qui ne trouve pas de réponse dans les rangs de la majorité qui soutient la thèse selon laquelle le calendrier électoral demeure l'apanage de la CENI. En tout cas, pas de repos pour le facilitateur Edem Kodjo qui reçoit en ce moment une délégation de la SENCO. Et cette sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, dans un communiqué publié ce lundi, le président du MLC qui condamne les violences survenues la semaine passée réitère la position de son parti sur le dialogue. Il soutient l'organisation des discussions techniques avec la centrale électorale pour mettre fin, selon lui, à la situation de crise en RDC. La déclaration de Jean-Pierre Bemba a été lue par Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC. Chers compatriotes,
j'ai suivi avec une grande tristesse les déferlements des violences aveugles qui ont endeuillé notre pays ces derniers temps, frappant les Congolais dans leur chair et leurs biens. Ces événements funestes étaient prévisibles, mais pouvaient être évités. Ou elle sombrera dans le chaos indescriptible d'une dictature, ou elle empruntera la voie royale de l'alternance démocratique et pacifique du pouvoir, une première dans l'histoire de notre pays. Les citoyens congolais disposent d'un droit consacré par notre Constitution, celui de pouvoir manifester publiquement leur opinion. La démocratie se nourrit aussi des aspirations du peuple. Le devoir régalien de l'État est d'assurer leur protection au nord comme au sud du pays, à l'est comme à l'ouest, des jours comme des nuits. Je regrette sincèrement toutes ces vies perdues pour la défense de la Constitution. Un dialogue sincère, basé sur les questions techniques et précises liées à l'organisation des élections demeure la seule voie qui doit conduire la République démocratique du Congo vers une alternance démocratique, gage de paix et de stabilité. Je partage la douleur des familles qui ont perdu des êtres chers. Dans le reste de l'actualité, une délégation composée d'experts, cadres et agents de la Commission électorale nationale séjourne en France. Ils sont allés tester les kits d'enrôlement et s'enquérir de la qualité du fonctionnement des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Des éléments dans ce reportage signé Rachel Kitsita. C'est une grande équipe des 30 personnes composée entre autres des gestionnaires des entrepôts, des gestionnaires des poules ou encore des experts en communication de la Commission électorale nationale indépendante. C'est une mission d'inspection. La délégation devra s'enquérir jusque dans les moindres détails de la qualité du conditionnement des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Sur place, tout se passe comme prévu. La présente étape sera sanctionnée par l'approbation des experts. Ils vont tester au total 7500 kits déjà conditionnés. Il y a 7500 valises qui sont en attente de recevoir l'application d'enrôlement, intégrant les évolutions demandées par la CENI. Il y a eu quelques cas d'inquiétude qui ont été évoqués lors des différentes discussions à Kinshasa. La CENI nous a envoyé des remarques suite au retour d'expérience qu'ils ont eu à mi-parcours de la phase pilote en Nord-Ubangi. Nous avons intégré donc ces remarques et c'est justement ce qui fait l'objet de l'évaluation par le directeur technique de la CENI. Nous sommes sur la ligne directrice établie par la CENI. Nous faisons notre travail. Les plateformes qu'il y a derrière moi vont installer le logiciel sur les kits et l'équipe CENI pourra à ce moment-là procéder au contrôle qualité de chaque kit avant des expéditions des kits. Chaque valise à vérifier contient notamment un laptop, des adaptateurs laptop, des scanners documents, des webcams, des câbles imprimantes, mais aussi plusieurs autres équipements. Direction le siège du Parlement, plus de 45 propositions et projets de loi seront examinés au cours de cette session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale. Les présidents des différentes commissions de la Chambre basse du Parlement ont tenu leur conférence ce lundi. Dans le lot des nouvelles matières à examiner, il y a le projet de loi fixant les règles relatives à la sécurité sociale des agents publics de l'État et la proposition de loi sur la liberté de la presse. Michel Kérékiré, Eric Kalambay, reportage. Oui, la conférence de présidence s'est tenue aujourd'hui, lundi 26 septembre.
sous la présidence de l'honorable président Obé Menakou, donc qui s'est agi spécialement des 2 points, à savoir la communication proprement dit du président lui-même, et puis le projet de calendrier pour la session de septembre. Par rapport à la communication, le président est revenu juste sur la formation concernant le dialogue national qui se tient à la cité de l'OIA. Il nous a donné quelques informations et quelques directives à prendre par rapport à ce dialogue qui se tient aujourd'hui. Par rapport au calendrier, le président a soumis à l'Assemblée un projet de calendrier qui a été discuté et amendé par les participants, à savoir le président des commissions et des groupes parlementaires. Ce projet a été amendé et accepté par tous. C'est ainsi que, sur décision de l'Assemblée, le président a décidé que la prochaine plénière se tienne ce mercredi. Donc en gros, c'est ça ce qui s'était passé pendant cette conférence de présidents. Donc nous convions tous les députés à la plénière de ce mercredi. Il va s'agir spécialement d'adopter ce projet de calendrier que nous allons le soumettre à partir de 12h ce mercredi. Commencer à 11h, la réunion a pu faire à 12h30. Après les événements du 19 et 20 septembre dernier, les écoles ont de nouveau ouvert leurs portes aux élèves, mais une reprise timide selon le constat fait par nos reporters qui étaient notamment à l'Athénée de la Gare. Le directeur de cette école affirme que le retard d'une semaine pris à cause de la situation qui a prévalu la semaine dernière à Kinshasa risque de perturber le calendrier scolaire. Il l'a dit à Yannick Mbouyamba et Théodore Chitolé. Dans les rues de Kinshasa ce matin, il était difficile d'apercevoir les élèves comme à l'accoutumée. Par mesure de prudence, beaucoup de parents n'ont pas voulu envoyer leurs enfants à l'école. Certains parents ont confondu deuil national à une journée fériée. Le deuil national, c'est deuil national, mais les études, ce sont les études. Pour moi, les enfants sont allés à l'étude, donc tout parent consciencieux qui sait que les enfants doivent étudier et que le calendrier scolaire s'avance. Donc, en tout cas, ils doivent avancer, envoyer les enfants à l'école, c'est tout. Merci beaucoup. Si j'entends au niveau de la radio, le gouvernement nous dit qu'il y a ceci, c'est là où les enfants ne vont pas étudier. Là, peut-être, je ne peux pas envoyer l'enfant à l'école. Mais moi, je n'ai pas entendu ça. Donc, il n'y a aucune presse qui a dit ça. Alors, je ne peux pas garder l'enfant à la maison. Pourquoi j'ai envoyé l'enfant à l'école? C'est un cumul de retard dans les calendriers scolaires, d'autant plus que la première semaine de cours, la fréquentation était visiblement timide dans les écoles. Dans cette école, par exemple, la reprise de cours ce matin était timide. Moins de 50% de fréquentation sur l'ensemble des effectifs des élèves inscrits pour cette année. Oui, les enfants ont fréquenté les cours, mais pas en nombre ordinaire. Ce 40% d'élèves que nous avons reçus aujourd'hui, moins de la moitié, c'est ce qui est déplorable parce que les enseignants étaient obligés de travailler, mais du moins, pédagogiquement parlant, quand vous avez une classe inférieure à la moitié, toutes les matières que vous avez données sont des matières qui doivent être reprises. On est en train de pénaliser les parents, parce que les parents viennent de débourser beaucoup d'argent pour la rentrée scolaire. Et ils ont fait toute une semaine sans étudier. Et on veut encore entamer. Oui, on pouvait examiner d'autres possibilités pour décréter peut-être pour un signe de condoléances pour nos blessés, plutôt nos morts là, mais pas d'encore pénaliser les enfants, non. Après les événements du 19 au 20 septembre dernier, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a exigé aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école pour éviter de perturbations du programme de cours prévu pour cette année. En tout cas, moi, j'ai envoyé mes enfants aujourd'hui à l'école. Et dans un communiqué, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a annoncé ce lundi que dans tous les prochains jours, un calendrier scolaire actualisé sera publié afin de récupérer le temps perdu. Maker Mwangou a précisé que toutes les échéances et évaluations prévues, notamment le test national de fin d'études primaires et l'examen d'État, seront respectées. Élection présidentielle aux États-Unis, le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump aura lieu ce lundi à New York. Les échanges entre les candidats à la succession de Barack Obama vont durer
90 minutes avec des séquences sur des sujets aussi divers que économiques, la situation nationale ou l'Amérique de demain. Selon l'internationaliste Keren Tanda, ce débat a une importance très capitale pour les deux candidats car selon lui, ils peuvent convaincre certains électeurs jusque-là indécis. Il a dit à Tapi Lutuno. Oui, effectivement, chacun des candidats est très conscient de l'importance de ces débats. On peut gagner comme on peut perdre à partir d'un tel débat, étant donné que c'est une occasion de mettre les points sur certains i, de pouvoir atteindre une audience beaucoup plus élargie que ce que l'on rencontre dans des meetings organisés. Donc chacun est conscient de l'importance de ces débats de ce soir. C'est pourquoi d'ailleurs Hillary Clinton a pris tout le temps de se préparer pour ces derniers. Et quand on considère aussi la montée continue de Donald Trump dans les sondages récents, il y a lieu que les camps Hillary prennent ces débats très sérieusement. Et c'est pourquoi je m'attends à un très bon spectacle au point de vue collision d'idées quand le débat aura lieu. En sport, 5 fois détenteur de la Ligue des champions de la CAF et un titre de la défunte Coupe des vainqueurs de coupe, le tout-puissant Mazembe à la quête d'un premier sacre à la Coupe de la CAF. L'occasion, la prochaine finale de cette compétition contre Mouloudia Olympique Béja d'Algérie. Match aller le 28 octobre en Algérie, match retour le 4 novembre prochain à Lubumbashi. Finale des retrouvailles entre les deux équipes et deuxième essai du tout-puissant Mazembe après le raté de 2013 contre Sfax. Paul Cazozo pour le commentaire. الحكم الفاضل محمد يعطي إشارة تنفيذ حمزة الأحمر التسديد. Une finale inédite recèle de la Coupe de la CAF entre le tout-puissant Mazembe et Mouloudia Olympique Béjaïa d'Algérie. Des retrouvailles pour les deux équipes après les deux rendez-vous du groupe A de quart de finale 0-0 en Algérie et 1-0 au stade de Kamalondo. Les Mobs, un des clubs phares algériens du moment, au palmarès vierge, toute compétition continentale confondue, et à la conquête d'une première étoile africaine dans l'ensemble. Première étoile continentale à la Coupe de la CAF est le seul galon qui échappe au tout-puissant Mazembe après l'essai manqué contre Sfax, vainqueur 2-0 à domicile et battu 2-1 à Lubumbashi. Pour 2016, belle opportunité de convoitise pour Mazembe. Mazembe est une puissance tutélaire avec 5 titres à la Ligue des champions de la CAF en 1967, en 1968, 2009, 2010 et 2015. Et une seule couronne à la défunte Coupe de vainqueur de Coupe en 1980 contre Africa Sport d'Abidjan. Le premier titre continental de Mazembe à la Coupe de la CAF est donc attendu au soir de la finale retour le 4 novembre en Algérie. C'est là juste après la finale aller du 28 octobre à Lubumbashi. À Mazembe de mieux aborder cette partie à domicile avant sa mission extramuros d'Algérie. Cette finale, c'est certainement celle du 7e sacre des Anglais-Bartois, toutes compétitions confondues sur le continent. Sport encore, JSK est vainqueur, deux équipes quinoises, championnes de la 33e Coupe du Congo de handball en version masculine. La JSK est montée sur le podium devant Oka, battue sur le score de 28 buts à 24. En version féminine, la finale familiale d'une même écurie a souri à vainqueur plus fort qu'Héritage et qui l'a emporté par 21 à 16. Encore une fois, Paul Cazozo pour le commentaire. La JSK championne en titre, habituée des grandes joutes locales, nationales et continentales. En face, Oka, pas du tout une grenouille ambitieuse d'égaler une vache, mais un petit poussé à peine né sur les traces des grands comme la JSK. La JSK, archi favorite pour cette finale, sans beaucoup d'assurance, mène à la pause par 15 buts à 13. 3 longueurs d'écart après la résistance d'Oka, justifiée par 3 nuls, 1-1, 2-2 et 5-5. C'est à son 6e but que la JSK a amorcé sa marche victorieuse.
Marche victorieuse nullement freinée à la reprise par Oka, mené 21-19 à la 21e minute. Ensuite 25-20, 4 minutes plus tard. Et définitivement par 28-24, une victoire au bout du respect des consignes données Dixit Achar Kibati. On a fait la différence sur le respect des consignes. Les joueurs ont respecté les consignes qu'on leur a données. C'est ça qui a fait qu'on puisse prendre le dessus par rapport à notre adversaire. Un même titre de la GSK et 12e de son capitaine, Guilin Kalunda. C'est vrai qu'Oka, c'est une très bonne équipe. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on a été beaucoup plus efficace qu'eux. Et on a pu assurer nos attaques et puis on a très bien défendu, ce qui fait qu'à la fin on a gagné. Voilà. Oka, vu du regard de la GSK, une jeune équipe face à un plus fort qu'elle, foi du même Guilin Kalunda. Bon, sincèrement, ça peut être le 12e titre du Congo. La GSK championne, c'est le mérite d'un club moulé au format d'une sélection avec un doigt pointé sur l'arbitrage. Mais pourquoi pas? Parce que bientôt là, on doit faire le remise. Donc, je reconnais que je suis bâti, mais les arbitres doivent être aussi corrects. C'est pour une première fois que je parle pour les arbitres. En version féminine, la finale totalement quinoise et familiale d'une même écurie a vu la victoire des vainqueurs sur héritage par 21 buts à 16. Hors de nos frontières au Gabon, après la confirmation des résultats présidentiels par la Cour constitutionnelle, le président élu Ali Bongo sera investi ce mardi pour un mandat de 7 ans. Le président sortant a été déclaré vainqueur avec 50,66% des suffrages contre 47,24% pour Jean Ping, son principal adversaire parmi 8 autres candidats. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutunou et commentés par Michel Kérékéré. Ouvrons cette revue de presse par les révélations du journal Le Palmarès sur le projet de l'accord politique du dialogue. Le document final préconise une période intérimaire pendant laquelle un nouveau gouvernement de large union nationale va gérer le pays sous la direction de l'actuel chef de l'État jusqu'à l'installation du nouveau président de la République élu. Géopolis Hebdo fait savoir que le texte tire ses origines ou racines sur l'arrêt du 11 mai de la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70 de la Constitution. Mais Géopolis donne une précision détail. Selon le projet d'accord, ni le Premier ministre, ni aucun membre du prochain nouveau gouvernement ne pourra être candidat à l'élection présidentielle. Pour la tempête des tropiques, l'accord négocié par Edem Kodjo autorise donc le glissement ou le troisième mandat de Joseph Kabila dont le règne, conformément à la constitution en vigueur, expire le 19 décembre 2016 à minuit. Qu'à cela ne tienne, renchérit Congo Nouveau. Il y a un autre dialogue. Le tri hebdomadaire fait allusion à la dernière déclaration conjointe de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union européenne et des Nations unies. Les 4 organisations partenaires de la République démocratique du Congo rappellent dans leur communiqué que seul un dialogue inclusif mené avec le plus grand nombre d'acteurs politiques ouvrira la voie à des élections pacifiques et crédibles conformément à la constitution de la RDC et à la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette déclaration, souligne Forum des As, intervient au lendemain des violents incidents survenus le 19 et 20 septembre durant lesquels il y a eu d'importantes pertes en vie humaine. Les 4 organisations appellent donc la majorité et l'opposition à faire preuve des retenues dans leurs actions et déclarations et à exhorter leurs partisans à renoncer à la violence. Et dans une déclaration faite le week-end, la Prospérité rapporte que l'alternance pour la République démocratique du Congo exige la libération immédiate de Moïse Monidela, arrêté le 19 septembre dernier. Pour la plateforme qui soutient Moïse Katumbi, ce qui s'est passé est une sorte d'enlèvement.
Mesdames, Messieurs, les grands rendez-vous de ce soir sur Numérica Télévision à 21h15, Noticias avec Rachel Kitsita qui reçoit sur son plateau ce soir Makolo Tambola, communicateur de la MP, et à 22h15, retrouvez Dixon Niala dans Sporting Club Numérica. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir et à demain, 19h.